Merci déjà de m'avoir invité aujourd'hui pour représenter donc l'Association nationale de médecine du travail et d'ergonomie du personnel des hôpitaux, l'ANTEP pour faire plus simple. Je vais vous parler de ce que je connais, bien sûr. C'est surtout le milieu hospitalier public. Donc les établissements sanitaires et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Bon, bien sûr, pour échanger avec certains collègues de services interentreprises qui prennent en charge aussi des établissements privés de santé, j'ai pas l'impression que nos difficultés soient très différentes. Une difficulté qu'on partage tous, c'est la pénurie de médecins du travail et donc la difficulté aussi pour les soignants de pouvoir parfois accéder à ce service-là au sein de leurs établissements ou même au sein d'un service interentreprise de médecine du travail. Alors, en fonction des hôpitaux, on voit ou pas les étudiants. Bien sûr, quand on est comme moi dans un centre hospitalier de périphérie, on n'a pas non plus les mêmes difficultés que celles qu'on peut rencontrer aussi en CHU, où il y a déjà des internes, des chefs de clinique, et il y a aussi toutes les difficultés liées aux carrières hospitalo-universitaires des médecins. Qui, à mon avis, représentent aussi, font partie intégrante de tout ce qu'on met dans la grosse valise des risques psychosociaux. Ce que je voulais dire en préambule aussi, mais ça m'échappe. Je retrouverai. Oui, voilà. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille à l'hôpital. Et la profession de médecin du travail à l'hôpital a vraiment évolué. Il y a 20 ans, on arrivait encore à faire des visites dites périodiques qui étaient à l'époque annuelles. On avait peu de demandes de visites à la demande spontanée des agents, et quand on en avait, c'était les professionnels paramédicaux. Et depuis quelques années, il y a vraiment une évolution de cette demande. Les visites périodiques se sont espacées, et ça tombe bien parce que même espacées, on n'a pas le temps de les faire. Il y a une délégation de tâches aux infirmiers de mieux en mieux formés en santé au travail, et ça, c'est aussi un bon point pour prendre en charge le personnel. Et donc, on a tous vu, médecins du travail dans les hôpitaux, arriver à nos consultations, les médecins. Au départ, on ne les voyait pas. Il y avait sûrement un tabou sur leurs difficultés, aussi peut-être l'appréhension de se confier à un collègue. Bref, il y avait mille et une raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, les médecins, on les voit. On essaye de les conseiller, de les orienter. Dans les CHU, les internes aussi sont vus. Moi, je vois aussi quelques internes, puisque bien sûr, il y en a quand même qui passent dans les hôpitaux de périphérie. Mais voilà, en tout cas, la configuration de nos consultations et de notre activité a vraiment évolué. Alors, la qualité de vie au travail, on pourrait, je pense, en parler pendant des jours. On y met beaucoup de choses et c'est très bien. Ce que nous, médecins du travail, on aime traiter dans la qualité de vie au travail, c'est tout ce qui touche à la prévention primaire de tous ces risques psychosociaux qui sont des déterminants de la qualité de vie au travail, sur lesquels on va pouvoir agir pour améliorer cette qualité de vie au travail. Donc, bien sûr, on va pas refaire le cours de Monsieur Golac sur les RPS, mais bien sûr, on a tout ce qui traite de l'intensité du travail, de l'autonomie, des conflits de valeurs, des rapports sociaux au travail, de l'insécurité, de la complexité au travail. Et en gros, tout ce que rencontrent les soignants au travail, on peut le mettre dans une des cases. Et je pense que, quand on parle de qualité de vie au travail, il faut quand même avoir une idée très claire de ce que sont les RPS, donc les facteurs de risque, les risques, l'impact sur la santé. Et bien sûr, plus on agira en amont, et mieux ce sera.
En tout cas, il n'y en a pas non plus 36, mais il y a quelques études qui montrent que une bonne qualité de vie au travail est intimement liée avec une bonne santé des professionnels de santé. Sur leur ressenti aussi de leur propre santé, aussi bien physique que psychique. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de mener des démarches de QVT au sein des établissements. Parce que on a toujours l'impression que c'est une usine à gaz. Il faut que ça soit des démarches participatives. Sinon, ce serait un petit peu l'hôpital qui se moquerait de la charité. Donc, il faut que ça soit des démarches participatives. Il faut embarquer tout le monde dans les projets, aussi bien les médicaux que les paramédicaux. Et ça, c'est compliqué parce que on sait tous que notre temps est compté. Et voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Si on arrivait tous à se dégager du temps, on arriverait tous à mieux travailler ensemble et à regagner ce temps. Mais il y a un moment où il faut qu'on s'arrête pour se poser, pour parler, pour travailler sur ces déterminants de la qualité de vie au travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois de façon subjective, la qualité de vie au travail des soignants se dégrader parce que on entend tous parler tous les jours des plannings qui changent, des heures supplémentaires, des services dont les lits ferment, ça crée des tensions au sein des services, ça entretient, voire ça provoque des conflits dans les équipes. Voilà, si on reprenait, je pourrais citer tous les déterminants des risques psychosociaux et donner des tas d'exemples à mon sens, de dégradation de la qualité de vie au travail, et c'est certain que c'est associé à des troubles pour la santé physique et psychique des agents. On a beaucoup plus qu'avant de maladies professionnelles. Alors, bien sûr, on est plus peut-être sensibilisé, on déclare plus, mais il y a de plus en plus de maladies professionnelles. Il y a beaucoup d'accidents de travail. Il y a beaucoup d'arrêts maladie. Et enfin, moi, je le vois. J'ai pas les chiffres, mais en tout cas, on voit des gens en visite de reprise beaucoup plus souvent. Des gens qui prennent après des congés longue maladie, congés longue durée, c'est notre quotidien. Des gens qui n'arrivent pas à reprendre aussi. Il y a beaucoup de demandes de dispo, voilà. Bref, on a tous les indicateurs pour dire que en agissant sur ces déterminants des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, on pourrait y arriver. Et je pense que on peut pas y arriver à l'échelle d'un établissement. Il faut essayer dans des services avec des médecins et toute une équipe derrière qui est partie prenante de la démarche, montrer que ça marche et puis que ça fasse après boule de neige. Et quand vous avez la chance d'avoir un service de santé au travail dans vos établissements, il faut surtout pas oublier de les solliciter. Voilà, je fais un petit peu de pub pour mes confrères et moi. Donc, si je comprends bien, vous pensez qu'il faut commencer service par service. C'est pas une politique d'établissement? Enfin, si, je pense qu'il faut qu'il y ait une politique globale. Il faut qu'il y ait un engagement, oui, quand même. Il faut, de toute façon, et ça fait partie normalement aussi du projet d'établissement, du projet social. Mais c'est tellement, c'est tellement compliqué à mettre en place qu'à mon avis, c'est plus facile de commencer par soit un service, ça peut être un pôle, tout dépend. En fait, je pense que ce qui est le plus important, c'est la volonté institutionnelle et aussi la participation de l'ensemble des acteurs d'un secteur donné. Et on a toujours des réfractaires, on ne pourra jamais le faire partout, de toute façon, c'est certain. Mais voilà, je pense que faut pas être trop ambitieux pour essayer de pouvoir aussi le faire assez rapidement, parce qu'après, sinon, c'est des projets qui traînent sur des années et des années, et en attendant, nos professionnels souffrent et partent. Ok. Tu as une question ? Petite question, puisque à travers votre propos, on comprend l'impact essentiel de l'accès à la médecine du travail. On dit qu'un professionnel de santé qui va bien est un professionnel de santé qui soignera bien derrière. Donc on comprend qu'en fait, on mise à la fois sur le professionnel de santé et sur le patient derrière.
on est tous gagnants dans l'histoire. Nous, il est vrai qu'en tant qu'interne, on a une certaine forme d'omerta pour parler de tous nos problèmes de manière générale et on n'ose pas saisir la médecine du travail. Voilà. Et quand on a la chance d'évoluer dans des CH ou des CHU, c'est déjà un peu plus facile parce qu'il y a des services de médecine du travail. Mais il y a aussi un certain nombre d'internes, notamment de médecine générale, qui font des stages en cabinet pendant un certain temps et qui ne sont pas rattachés forcément à des unités. Donc là, c'est plus pour prendre votre étiquette de présidente. Comment on peut travailler ensemble? Quelles seraient vos pistes pour maximiser finalement l'accès aux soins des professionnels de santé? Alors, les internes, même s'ils sont en stage chez le praticien, ils dépendent quand même d'une université, du service de santé au travail, souvent du CHU dont ils dépendent. Donc, ils ont toujours cette possibilité, normalement, de pouvoir... Si je me trompe pas, ils ont accès au SSU, de toute façon, même en tant qu'interne, au service de santé universitaire. Alors, le service de santé universitaire, je pense que la pénurie médicale est encore pire que à l'hôpital. C'est pour ça qu'il y a des conventions qui sont passées avec les services de santé au travail des CHU et des centres hospitaliers pour le suivi des étudiants, et des internes en l'occurrence, ouais.